Placer ses clés de voiture entre ses doigts pour se défendre en cas d'agression. C'est un conseil classique qu'on a probablement tous entendu un jour, non? Ah ouais, c'est vraiment le grand classique, on le voit partout. C'est ça. On s'imagine transformer son poing en une sorte d'arme redoutable, un peu comme un super-héros urbain. Eh bien, d'après les experts en biomécanique et en sécurité, c'est en réalité le meilleur moyen de se broyer ses propres os et nerfs en une fraction de seconde au moment de l'impact. Exactement. C'est le problème quand la culture populaire prend le pas sur la réalité physique, quoi. On finit par adopter des réflexes qui, paradoxalement, nous mettent en très grand danger. Et c'est exactement ce que nous allons décortiquer. Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui, où la réalité, la survie vient fracasser les mythes d'Hollywood. Je suis ravie de me plonger avec toi dans un manuel assez fascinant de la fin des années 90, intitulé « Be Your Own Bodyguard, Peaceful Paths ». Ouais, un manuel rédigé par Sean Smith, qui est un vrai spécialiste de la gestion des conflits. Et c'est important de le préciser d'emblée, le but de notre analyse aujourd'hui, c'est absolument pas de sombrer dans une paranoïa anxiogène. Ah non, surtout pas. L'idée, c'est plutôt d'extraire de ce document les stratégies les plus concrètes, la psychologie pure et dure, pour comprendre comment cesser d'être perçu comme une cible, tout simplement. C'est ça. Parce que fondamentalement, la véritable sécurité ressemble rarement à une scène de combat chorégraphiée. Elle se trouve plutôt dans de tout petits ajustements de nos habitudes quotidiennes. Les prédateurs, dans leur immense majorité, ils détestent l'effort. Et surtout, ils ont une aversion totale pour le risque. D'accord, donc on n'est pas face à des génies du mal qui cherchent un défi hyper complexe. Pas du tout. Ce sont des opportunistes. Ils cherchent la facilité avant tout. La prévention, du coup, c'est pas du tout une question de force physique, c'est une question de dissuasion cognitive. Et pour dissuader, il faut d'abord comprendre comment la menace choisit sa cible, forcément. On ne peut pas construire une ligne de défense si on ne comprend pas les tactiques de celui qui attaque. Et selon nos sources, les agresseurs choisissent presque jamais quelqu'un au hasard dans la rue. Non, jamais au hasard. Ils opèrent selon un manuel de jeu très précis qui se décompose en 3 étapes. Vas-y, je t'écoute pour les 3 étapes. C'est une mécanique vraiment implacable. La première phase, c'est l'identification. Le prédateur observe son environnement pour repérer une proie vulnérable ou juste inattentif, tu vois. Quelqu'un qui regarde son téléphone, par exemple. Voilà, typiquement. Ensuite, la deuxième phase, c'est le test. Une fois que la cible potentielle est repérée, l'agresseur va évaluer sa réceptivité ou sa naïveté. Et ça ressemble à quoi, concrètement, un test? Ça peut passer par une approche verbale sous un prétexte anodin, genre demander l'heure, ou bien en empiétant subtilement sur son espace personnel pour voir comment la personne réagit. Et enfin, la troisième phase, c'est l'assaut. L'attaque pure et simple. Mais attention, cet assaut ne se déclenche que si et seulement si le prédateur a obtenu le feu vert lors des 2 premières phases, s'il estime que le succès est garanti, quoi. D'accord. Alors, il y a un point qui m'a vraiment interpellée sur la phase 1, celle de l'identification. Le manuel liste évidemment le fait d'avoir le nez plongé dans ses pensées ou de porter des écouteurs comme des signaux de vulnérabilité. Ça, on est d'accord, c'est logique. Complètement logique, oui. Mais il mentionne aussi le fait de marcher en ayant l'air en colère. Et là, attends, je suis hyper perplexe. Si on marche avec l'air furieux, les sourcils froncés, on a l'air redoutable, non? On a l'air prêt à en découdre. Pourquoi un prédateur choisirait quelqu'un qui semble sur le point d'exploser? Ah, c'est une excellente question. Parce que c'est vrai que c'est profondément contre-intuitif. Mais en fait, d'un point de vue physiologique, la colère provoque ce qu'on appelle une vision tubulaire. Une vision tubulaire. Ouais. Quand le cerveau reptilien est focalisé sur une émotion hyper intense, comme la rage, il réduit drastiquement le champ de conscience périphérique. La personne en colère, elle regarde plus autour d'elle, elle rumine, elle est enfermée dans sa propre tête. Ah, je comprends. C'est un peu comme un cheval avec des œillères. Il fonce avec force, mais il est incapable de voir le ravin qui se creuse juste sur le côté. C'est exactement ça. Un prédateur expérimenté, il sait que cette personne ne remarquera pas qu'elle est suivie parce que son radar interne est complètement saturé par sa propre colère. C'est fou quand on y pense. Et le manuel insiste énormément sur l'intuition face à ce genre d'observation. Il affirme que si une situation semble anormale, il faut jamais, au grand jamais, chercher à la rationaliser. Surtout pas. C'est l'erreur classique. J'aime beaucoup cette analogie tirée de nos notes. Les prédateurs sont comme l'eau. L'eau cherche jamais à percer la roche la plus dure, elle cherche inévitablement le chemin de la moindre résistance. C'est une belle image. Et c'est très vrai. Mais je me demande, comment on applique cette vigilance au quotidien sans se transformer en radar paranoïaque? C'est épuisant de tout analyser en permanence. La nuance, elle réside justement entre l'hypervigilance qui t'épuise et la simple présence d'esprit.
Cultiver une posture de confiance, marcher la tête haute, scanner calmement son environnement, au final, ça demande très peu d'énergie une fois que c'est devenu une habitude. D'accord, donc c'est plus une question de posture. Voilà. L'intuition, c'est pas de la magie, hein. C'est juste notre cerveau qui traite des anomalies environnementales beaucoup plus vite que notre pensée consciente. Si une rue semble étrangement calme, ou si une personne a un comportement discordant, le corps envoie un signal d'alerte. Et j'imagine que l'ignorer par souci de politesse, c'est le pire truc à faire. Exactement. Ignorer ce signal pour pas paraître peureux ou impoli, c'est faciliter le travail de l'eau qui cherche la faille. Bon, alors imaginons qu'on applique ça dans la rue. L'eau cherchera donc une autre faille. Du coup, la prochaine étape logique pour beaucoup de gens, c'est de se dire je rentre chez moi, je verrouille la porte et hop, je suis à l'abri. Ah oui, la fameuse zone de confort. Sauf que le manuel attaque frontalement ça, ce qu'il appelle l'illusion de la forteresse. On pense être en sécurité, mais on facilite souvent la tâche des intrus sans même le savoir. Bah oui, parce que le point de départ, c'est d'apprendre à regarder son propre domicile avec les yeux d'un cambrioleur. Qu'est-ce que recherche un intrus par-dessus tout pour commettre une effraction? Le secret, l'intimité, tout simplement. Il a besoin de temps pour travailler sur une fenêtre ou une porte sans être dérangé ni vu par les voisins. Ce qui nous amène à la règle d'or de l'auteur, la lumière. Éliminer les zones d'ombre, c'est la priorité absolue. Ces immenses haies décoratives qui cachent les fenêtres du rez-de-chaussée, par exemple. Ah, les haies, c'est un classique. Ou ces puits de lumière profonds autour des fenêtres de sous-sol. Pour quelqu'un qui veut opérer discrètement, c'est vraiment du pain béni. Le modèle cité dans le texte, c'est la Maison Blanche. Il y a des barrières physiques hyper solides, bien sûr, mais surtout, l'espace est totalement dégagé et inondé de lumière. La dissimulation est juste impossible. Exact. Mais attention, l'observation de l'environnement extérieur, ça compense pas des barrières physiques qui seraient faibles. Et là, il y a un détail technique dans le manuel qui est fascinant. Ça concerne la faille majeure de presque toutes les portes d'entrée. Tu parles des vis de la gage de la serrure, non? Ouais, exactement ça. C'est sans doute le détail qui m'a le plus marqué. Je vais faire l'avocat du diable une seconde. Le manuel affirme qu'un système d'alarme électronique, dernier cri, qui coûte une blinde, peut s'avérer moins utile qu'une poignée de vis à quelques centimes achetée au magasin de bricolage du coin. Comment c'est possible, sur le plan purement physique? C'est une simple question de physique des matériaux, en fait. Tu peux installer le pêne dormant le plus robuste, le plus cher du marché. S'il est fixé au cadre décoratif de la porte avec les petites vis standards d'1,5 centimètre, celles fournies par les fabricants, tu sais, sa solidité n'a plus aucune importance. Ah ouais, parce que la vis est trop courte. C'est ça. Sous l'impact d'un simple coup de pied bien placé, c'est pas ta super serrure qui va céder, c'est le cadre en bois tendre de la porte qui va littéralement éclater en morceaux. L'alarme va se déclencher, certes, mais l'intrus sera déjà à l'intérieur. C'est dingue! Le manuel recommande donc de remplacer systématiquement ces toutes petites vis par des vis d'au moins 7,5 cm, donc environ 3 pouces, avec un filetage grossier. Et la raison mécanique, c'est que cette longueur permet de traverser le cadre décoratif fragile pour aller s'ancrer super profondément dans la véritable ossature en bois de la maison. C'est brillant, honnêtement. Une vis à 10 centimes qui lie la porte à la structure même du mur, ça fait gagner un temps précieux contre les fractions, et le temps, c'est l'ennemi numéro 1 de l'intrus. Le manuel regorge de ce genre d'astuces mécaniques. Par exemple, pour les portes qui s'ouvrent vers l'extérieur, dont les gonds sont vulnérables, on peut retirer une vis centrale de la charnière de chaque côté et y glisser un simple clou sans tête. Ouais, comme ça, quand la porte est fermée, ces tiges de métal s'emboîtent dans le vide de l'autre charnière, ce qui lie la porte au cadre. Même si quelqu'un arrive à retirer les axes extérieurs des gonds, la porte reste complètement verrouillée dans son emplacement. C'est malin. Et pour les baies vitrées coulissantes, on oublie le vieux manche à balai posé dans le rail au sol. Apparemment, ça peut être facilement déplacé de l'extérieur avec un simple cintre glissé entre les panneaux. Eh oui, l'auteur propose plutôt d'insérer quelques vis directement dans le rail supérieur. L'idée, c'est de réduire l'espace au-dessus de la porte vitrée pour empêcher qu'un individu puisse simplement la soulever hors de ses rails et l'enlever. Tout bête, mais redoutable. Et en cas d'intrusion avérée, si quelqu'un rentre quand même, le manuel aborde le concept de la fameuse pièce sécurisée. Souvent, c'est la chambre principale. On y installe une porte pleine, des serrures indépendantes et un détail super important, toujours garder un téléphone portable chargé à l'intérieur. Absolument, parce qu'une ligne fixe, ça peut être coupé de l'extérieur très facilement. Ce qui nous amène à la question de l'alerte précoce. Et là-dessus, l'auteur tranche de manière assez inattendue concernant les systèmes d'alarme. Ah oui, les chiens. Voilà. Pour lui, le meilleur système d'alerte, c'est un chien.
Mais attention, il déconstruit totalement le mythe du chien de garde dressé à attaquer. Acheter un animal de race à plusieurs milliers d'euros, entraîné au mordant, c'est souvent un risque colossal pour la famille elle-même, ou pour les amis qui viennent en visite. C'est clair. Selon nos sources, l'idéal, c'est un chien croisé, adopté dans un refuge. Et de préférence une femelle. Une femelle, ouais. Pourquoi? Parce que les femelles auraient un instinct naturel de protection de leur meute et de leur territoire qui serait bien plus développé. L'objectif, c'est pas d'avoir une arme mortelle à quatre pattes, mais une alarme vivante dont le comportement territorial est imprévisible et super bruyant. Et c'est ça qui fait fuir le prédateur, qui lui cherche le silence. Tout à fait. Mais bon, c'est très bien de transformer sa maison en forteresse bien éclairée, sauf qu'on vit pas reclus. Dès qu'on franchit le seuil pour aller bosser ou faire des courses, on perd ce contrôle sur notre environnement. C'est ce qu'ils appellent la navigation dans les espaces partagés ou transitoires. Et là, les règles changent complètement. Prenons le lieu de travail ou les immeubles de bureaux. Le manuel identifie des zones de danger très spécifiques, comme les ascenseurs ou les cages d'escalier. Dans un ascenseur, la règle tactique de base, c'est de se placer immédiatement près du panneau de contrôle. Comme ça, si une situation devient oppressante, le fait d'avoir accès au bouton permet de forcer un arrêt au prochain étage ou de déclencher l'alarme tout de suite. Et les cages d'escalier, alors là, elles sont particulièrement traîtresses. Elles sont souvent perçues comme la voie d'évasion par excellence, mais elles sont équipées de portes coupe-feu supermassives. C'est ça le piège. Mécaniquement, ces portes créent un environnement totalement étanche au son. Si un problème survient à l'intérieur de l'escalier, personne dans les bureaux à côté ne l'entendra. D'ailleurs, si quelqu'un se retrouve piégé dans un espace intérieur comme celui-ci, l'auteur donne un conseil qui m'a semblé complètement paradoxal au début. Ah oui, le fait de crier au feu. Oui, il recommande de crier au feu plutôt que d'appeler à l'aide. Au début, je trouvais ça un peu absurde. Pourquoi crier au feu si on se fait agresser ? Parce que ça manipule la psychologie de groupe, en fait, et surtout l'instinct de conservation des témoins. Crier à l'aide, ça signale qu'une personne spécifique est en danger. Et tragiquement, avec l'effet de spectateur, beaucoup de gens vont juste se barricader chez eux, par peur de devenir la prochaine cible s'ils s'interposent. Ouais, c'est terrible, mais c'est vrai. Alors que crier au feu, en revanche, ça signale une menace environnementale mortelle qui concerne tous les occupants du bâtiment. L'instinct de survie va pousser les gens à ouvrir leurs portes pour évacuer ou chercher la source de la fumée. C'est exactement comme le principe de l'alarme incendie dans une école. Si un enfant pleure ou crie dans un couloir, quelques adultes vont peut-être entrouvrir une porte pour vérifier. Mais si la cloche d'incendie sonne, tout le monde évacue instantanément pour sauver sa propre peau. C'est super malin. On transforme un problème individuel en un risque collectif, ce qui détruit immédiatement l'intimité requise par l'agresseur. En termes de déplacement, la voiture, c'est une autre zone sensible. Le manuel décrit l'arnate classique du choc arrière. Ah, le choc arrière. Un véhicule heurte très légèrement ton pare-choc à un feu rouge. L'instinct premier, c'est de sortir de sa voiture pour vérifier les dégâts. Grave erreur. Monumental, oui. Surtout si l'endroit est désert ou mal éclairé. La règle absolue, c'est de faire signe à l'autre conducteur de suivre ton véhicule jusqu'à une station-service bien éclairée et publique. Et si on a l'impression d'être suivi, la technique toute simple, c'est de faire 4 virages à droite ou 4 virages à gauche. En gros, ça forme un cercle complet. Si la voiture est toujours derrière après ça, ce n'est clairement plus une coïncidence. Voilà. Ce sont des protocoles de validation, en fait. Ça permet de confirmer de manière rationnelle ce que ton intuition te murmure déjà. De la même façon, dans les hôtels, la prudence s'applique dès la porte de la chambre. L'usage de la fameuse pancarte « Prière de faire la chambre » est très fortement déconseillé. Ah, l'enseigne lumineuse pour cambrioleur, j'adore cette expression. C'est exactement ça. Accrocher ce truc à sa poignée, ça revient à crier à n'importe qui dans le couloir, la chambre est complètement vide, on a plein de bagages dedans, servez-vous. Il vaut 1000 fois mieux passer un petit coup de fil à la réception depuis le hall pour demander le ménage. C'est beaucoup plus discret. Et il y a aussi la stratégie du choix de l'étage dans un hôtel. Trop bas, c'est le paradis pour les cambrioleurs qui peuvent accéder par l'extérieur. Trop haut, ça devient un piège mortel en cas d'incendie si les grandes échelles des pompiers ne peuvent pas l'atteindre. Donc l'équilibre, il se situe dans les premiers étages, de préférence près de la zone de passage des ascenseurs, pour bénéficier du flux de témoins. Mais, et ça c'est un point crucial, il y a un sujet dans cette section sur les espaces partagés qui me travaille particulièrement, c'est cette histoire de malaise poli. Ah, le dilemme social. C'est ça. Tu sais, on entre dans un immeuble sécurisé avec son badge et un inconnu super souriant avec les bras chargés de paquets de livraison arrive juste derrière pour s'engouffrer dans le bâtiment. Refuser de lui tenir la porte, c'est enfreindre un contrat social hyper puissant. On se sent vraiment comme un monstre d'impolitesse si on lui ferme la porte au nez.
Eh bien, figure-toi que c'est l'un des concepts les plus puissants du manuel. Les criminels professionnels, ce sont des maîtres dans l'art d'utiliser ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Ils transforment nos propres règles de politesse en armes contre nous. C'est diabolique. Complètement. Cette situation, c'est typiquement la phase 2 du prédateur qu'on évoquait tout à l'heure, la phase de test. L'individu qui cherche à entrer illégalement va créer intentionnellement une situation où le refus va provoquer une forte dissonance sociale. Il sait très bien que la majorité des gens va préférer compromettre la sécurité d'un immeuble entier plutôt que d'affronter une mini-confrontation gênante. Exactement. Et le véritable changement d'habitude recommandé ici, c'est d'accepter ce malaise, d'apprendre à dire poliment, mais hyper fermement « désolé, je peux pas laisser rentrer quelqu'un que je connais pas » et de refermer la porte. Ça demande une sacrée discipline mentale, c'est très inconfortable. Mais alors, que se passe-t-il si, malgré le verrouillage de la maison, l'attention constante dans la rue, le refus des compromis sociaux, la prévention échoue quand même? Si on bascule vraiment dans l'étape 3, l'assaut physique. Et c'est là que le manuel prend une dimension très crue en détruisant pas mal de légendes urbaines sur l'autodéfense. On l'a vu en introduction avec les clés entre les doigts qui te broient la main sous l'effet de levier. Mais le manuel s'attaque aussi aux pistolets à impulsion électrique de contact, les fameuses tasers vendues pour l'autodéfense. On a toujours cette image de film où l'appareil touche à peine le méchant et bam, il s'écroule en tremblant de partout. Ouais, mais la réalité technique documentée dans ces sources est bien différente. Il faut faire très attention à différencier ces petits appareils de contact avec les pistolets de la police qui tirent des sondes à distance. C'est pas la même technologie. Non, pas du tout. Un appareil de contact direct, ça fonctionne par ce qu'on appelle la soumission par la douleur, et non par incapacitation neuromusculaire totale. Pour que ce soit véritablement efficace et que ça fasse s'effondrer un agresseur, il faut maintenir les électrodes enfoncées dans le corps pendant environ 4 secondes continues. 4 secondes, mais dans une bagarre chaotique où tout va à 100 à l'heure, 4 secondes, c'est une éternité absolue. Une éternité, oui, surtout que ça t'oblige à rester collé à l'agresseur, en plein dans sa zone de frappe. C'est suicidaire. Qu'en est-il alors des armes à feu? C'est toujours un sujet hyper épineux. C'est vrai. Mais le manuel aborde ça sous l'angle strict des probabilités et de la psychologie, sans prendre parti. Sur le plan purement statistique, introduire une arme à feu dans un foyer augmente drastiquement le risque d'un accident mortel impliquant un membre de sa propre famille. Ce risque est bien supérieur à la probabilité statistique de devoir neutraliser un cambrioleur. Et au-delà des stats, l'argument le plus fort de l'auteur, c'est l'aspect psychologique de la chose. Dégainer une arme, ça nécessite une volonté inébranlable d'utiliser la force létale. Voilà. Si la victime hésite ne serait-ce qu'une fraction de seconde, parce qu'elle n'est pas mentalement prête à ôter une vie, ce qui est tout à fait humain, cette arme lui sera très probablement arrachée des mains et retournée contre elle. C'est effrayant. Du coup, l'auteur préconise plutôt l'usage du spray au poivre, spécifiquement l'oléorésine de capsicum, à une concentration d'au moins 10%. Mais il garde la tête froide. Il précise bien que ça ne garantit que quelques secondes de répit pour s'enfuir en courant. Et il faut ajouter que ça peut totalement échouer sur des individus qui sont anesthésiés par l'usage de drogue dure, par exemple. Tout à fait. Et sur un sujet beaucoup plus sombre, celui des prises d'otages. Le manuel souligne que la première heure de captivité est de loin la plus explosive et la plus dangereuse. La recommandation principale, c'est de faire un profil bas absolu et surtout de limiter le contact visuel. Ça m'a beaucoup interpellée. Pourquoi limiter le contact visuel ? On entend souvent dire qu'il faut regarder son agresseur dans les yeux pour s'humaniser à ses yeux, non ? C'est vrai qu'on l'entend souvent, mais c'est un concept psychologique très risqué dans un contexte de violence aiguë. Comment ça ? Dans une interaction sociale normale, le contact visuel, c'est un signe d'écoute, de respect. Mais face à un ravisseur dont l'adrénaline est au maximum, qui est dans un état de forte agitation, parfois paranoïaque, un regard direct et soutenu, ça va souvent être interprété par son cerveau reptilien comme un défi. Ah, une provocation en fait. Voilà, une posture de domination. Baisser les yeux, adopter une posture plutôt soumise lors de ces premières minutes ultra chaotiques, c'est le meilleur moyen de désamorcer cette boucle de provocation. On voit bien à travers tous ces exemples que les prédateurs s'adaptent constamment au contexte et à la psychologie de la situation. Et ce qui rend l'analyse du manuel encore plus fine, c'est son approche de ce qu'il appelle les vulnérabilités ciblées. Exactement. Les criminels exploitent certains états ou certains profils de manière quasi chirurgicale. Le premier facteur massivement aggravant cité dans le texte, c'est la consommation d'alcool.
Les données de l'époque indiquent que l'alcool est impliqué dans plus de la moitié des agressions. L'alcool agit comme un désinhibiteur pour l'agresseur, mais surtout, il lui fournit une justification super facile à la violence. Et la parade proposée par l'auteur, c'est le fameux système du binôme continu, en anglais le body system. Deux personnes s'engagent à surveiller l'environnement et l'état de l'autre tout au long d'une soirée, sans aucune exception. On se lâche pas, quoi. C'est vital. Et cette notion de ciblage spécifique, elle s'applique aussi cruellement aux personnes âgées. Les prédateurs scannent la population à la recherche de signes physiques de fragilité ou de désorientation. Le manuel insiste sur le fait qu'afficher une posture droite assurée, c'est déjà une première ligne de défense invisible. Tout à fait. Mais il met aussi en garde contre les stratagèmes d'ingénierie sociale qui visent spécifiquement les aînés. Typiquement, les fameux services non sollicités, c'est ça ? C'est ça, le prétendu expert en toiture qui sonne à la porte de manière impromptue pour proposer une inspection gratuite. Dans énormément de cas, c'est juste une technique très sophistiquée de repérage pour évaluer les mesures de sécurité et voir s'il y a des biens de valeur dans la maison. Faut vraiment se méfier. Et dans la rue, on a l'arnaque bien connue du vol à la roulotte, le smash and grab. Ça cible particulièrement les parkings de centres commerciaux. Tu laisses un simple sac visible sur le siège arrière de ta voiture, et ça se solde par une vitre brisée en l'espace de 3 secondes chrono. C'est tellement rapide. Mais la vulnérabilité qui m'a personnellement le plus glacé le sang dans cette section, c'est la façon dont la violence domestique finit par déborder dans l'espace de travail. C'est un point très lourd, mais la logique expliquée par le manuel est implacable et terrifiante pour un agresseur domestique dont la victime a réussi à fuir le domicile. Le lieu de travail, c'est souvent la seule et unique localisation géographique restante où il est absolument certain de trouver sa cible. Oui, il y a des horaires qui sont en plus totalement prévisibles. C'est ça. Et le département de la justice américain, qui était cité dans le document de l'époque, estimait qu'environ 13 000 incidents violents survenaient sur les lieux de travail chaque année en lien direct avec la violence conjugale. 13 000, c'est énorme. C'est gigantesque. Et ça soulève forcément une question hyper difficile sur le plan professionnel. Concrètement, comment un employeur ou un collègue de bureau peut-il intervenir pour prévenir ça sans pour autant se transformer en détective privé super intrusif ? Parce que la frontière entre le respect de la vie privée et la sécurité au sein de l'entreprise, elle est ultra mince. C'est vrai que c'est un défi de management et d'humanité très très complexe. La clé, selon les experts, c'est surtout de ne pas forcer la confiance ou de mener sa propre enquête personnelle. Le rôle de l'environnement professionnel, c'est d'observer les changements comportementaux majeurs qui agissent comme des signaux d'alarme. Du genre un absentéisme soudain ? Voilà, ou une détresse visible après avoir consulté un téléphone personnel, des demandes d'inexpliquées pour changer d'horaire de travail, ce genre de choses. Et face à ça, la bonne action, c'est de proposer de manière proactive des ressources d'assistance, comme des lignes d'écoute ou des petits aménagements de sécurité qui restent discrets. L'objectif, c'est de créer un canal de communication ouvert. Il faut que la personne sache qu'elle dispose d'un refuge et de soutien, le jour où elle décide, elle, d'en parler. D'accord, c'est très clair. Bon, rassemblons un peu toutes les pièces de ce grand puzzle qu'on vient d'explorer. Si on doit vraiment synthétiser l'essence de Be Your Own Bodyguard, on comprend très vite que le titre nous invite pas du tout à devenir des experts en arts martiaux lourdement armés. Non, vraiment pas. La véritable sécurité personnelle, c'est avant tout un état d'esprit. C'est comprendre intimement ces 3 phases de l'attaque d'un prédateur. Donc l'identifier, le tester, puis l'assaillir, et d'agir le plus en amont possible pour bloquer le processus. C'est placer des vis de 8 cm dans le cadre de sa porte d'entrée, inonder son allée de lumière la nuit, adopter une démarche alerte et bien consciente dans la rue. Et puis, refuser de céder aux conventions sociales de politesse quand elles compromettent la sécurité d'un immeuble entier. En fin de compte, l'objectif, c'est de rendre la cible tellement exigeante en termes d'effort et tellement risquée que le prédateur va abandonner. Tel un flux d'eau qui cherche la pente douce, il ira simplement se tourner vers une proie plus facile. C'est une excellente synthèse. Le manuel enseigne la dissuasion par le pur bon sens et la préparation mécanique. L'objectif ultime, c'est de faire en sorte que l'affrontement physique, qui reste toujours chaotique et mortellement dangereux, n'ait purement et simplement jamais l'occasion de se produire. C'est la victoire absolue en fait. Le combat qu'on n'a pas eu à mener. Exactement. Et pour terminer notre exploration d'aujourd'hui, j'aimerais lancer une petite réflexion sur une évolution frappante de notre société. Je t'écoute.
Ce manuel, il date de la fin des années 1990. C'était une époque où, dans la rue, les gens regardaient encore devant eux, tu vois. Aujourd'hui, on déambule sur les trottoirs avec des écouteurs à réduction de bruit active, le regard magnétiquement aspiré par des écrans lumineux, complètement isolés dans nos bulles numériques. C'est indéniable. On est tous un peu comme ça maintenant. Et du coup, une immense partie de la population s'est volontairement rendue aveugle et sourde à son environnement physique immédiat. Est-il possible, quand on y réfléchit sérieusement, que notre technologie moderne fasse désormais le travail de la phase 1 du prédateur, c'est-à-dire l'identification d'une proie isolée et inattentive, totalement à sa place et à grande échelle? Ah ouais, c'est une perspective assez effrayante quand on le formule comme ça, mais c'est tellement pertinent. La technologie fait littéralement le tri pour eux. C'est une question fascinante à méditer en tout cas, surtout la prochaine fois qu'on sera tenté de lire un très long message en marchant seul le soir dans une rue un peu déserte. Merci de m'avoir accompagné dans cette analyse. Merci à toi, c'était vraiment passionnant.